Mardi 9 novembre 2024. Madame, Messieurs, très ravi de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans notre flash hebdomadaire dans l'actualité de cette semaine pour garantir un processus électoral inclusif et transparent à l'approche des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 au Sénégal. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ACDIAS, avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, déploie 50 observateurs de la CNDS pour garantir le respect des droits humains et promouvoir la paix et le dialogue tout au long du processus électoral. Nous allons appuyer, il déclare, je cite, « Nous allons appuyer en collaboration avec l'OIF le déployer de cette équipe d'observateurs de la CNDS chargée de superviser le vote du 17 novembre dans toutes les régions du Sénégal. » Humain vise également à renforcer le plaidoyer pour une meilleure intégration des droits de l'homme dans le processus électoral, a révélé Aïda Robert Kochani, représentant régional du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ACDIAS, pour l'Afrique de l'Ouest. Fin de citation. Pour M. Kochani, cette initiative est opportune et fait partie des efforts pour en cours de collaboration avec le CNDH et d'autres partenaires, en cours de collaboration avec le CNDH et d'autres partenaires pour garantir le processus électoral inclusif, un processus électoral inclusif et transparent. Il déclare, je cite, « Je suis convaincu qu'ensemble, nous serons plus fort pour encourager les acteurs politiques, le gouvernement et les citoyens à s'engager davantage dans une culture de dialogue et de paix, conditions essentielles pour atteindre les objectifs de développement auxquels nous aspirons. » Fin de citation. Au final, il a encouragé les partenaires représentants et réaffirme la disponibilité du ACDH à renforcer sa coopération pour atteindre les résultats escomptés. Restons toujours dans ce cadre des élections législatives pour parler d'Alioune Tine. Hier, 8 novembre 2024, le Centre Africa Jom Center, dirigé par Alioune Tine, qui est lui-même le fondateur, a organisé une table ronde pour plaider en faveur d'élections législatives transparentes et inclusives au Sénégal. L'événement a réuni des universitaires, des membres de la société civile et des représentants d'organisations internationales. À cet effet, dans son discours, Alioune Tine a mis en avant le prestige de la démocratie sénégalaise, affirmant, déclare, la démocratie sénégalaise fascine, alors nous avons le devoir de la protéger. Il a souligné l'importance de maintenir cette tradition démocratique en 2024. D'après lui, cette transition intervient à un moment où les démocraties du monde entier sont en révision, même aux États-Unis, et qui cherchent aujourd'hui à se réconcilier. Ainsi, cette réflexion a souligné l'importance de considérer les divergences politique comme une richesse plutôt que comme des ressources de conflit. Tine a également rappelé les propos du président sénégalais. Entre acteurs politiques, les adversaires ne sont pas des ennemis à abattre ni à détruire politiquement ou moralement. Aucun Sénégalais ne doit porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique de son compatriote.
La préservation de la démocratie repose donc sur une tolérance réciproque entre opposants politiques. Il est impératif que les élections rassemblent sans violence ni discours de haine. Azout Alioune, qui est le fondateur de Africa Jom Center. Restons toujours dans la logique des élections législatives du 17 novembre pour parler des transhumances. Apparemment, les transhumances continuent de battre leur plein et ce en faveur de la coalition parti PASTEF, les Patriotes. Cette fois, nous allons parler d'Adjim Bergane qui a lui-même transhumé. Le secrétariat exécutif de l'Union pour le développement du Sénégal authentique, USSA, a réuni ce jeudi 7 novembre à Dakar pour une session stratégique sous la coprésidence de Mme Amadou Oumar Gueye, secrétaire général adjoint, et M. Abdoulaye Diop, président des sages du parti. L'instance dirigeante a formellement entraîné son soutien à la liste du PASTEF en vue des élections législatives prévues le 17 novembre 2024. Cette décision fait suite à des consultations internes approfondies menées au sein des bases militantes. Le choix de s'allier avec le PASTEF s'est précisé lors d'une rencontre avec le doyen Alakan, président de Magui PASTEF, appuyé par la secrétaire générale de l'USDSA, Adjim Bergane Kanouté, investi sur la liste de la coalition Takku Wallu Sénégal à la 24e position. L'Union pour le développement du Sénégal authentique appelle donc l'ensemble de ses militants au Sénégal comme à l'étranger à s'engager activement pour la victoire de la liste de PASTEF. Le soutien à cette coalition se justifie. Adjim Bergane Kanouté ici vise à donner au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le moyen de gouverner dans la stabilité en poursuivant un projet de société axé sur la souveraineté nationale, la justice sociale et la prospérité du pays. Parlons à présent de tout à fait autre chose avec la menace de Ousmane Sonko envers Farba Ngom. C'est la dernière, il a déclaré, c'est la dernière élection à laquelle il prend part en tant que candidat et en tant que distributeur authentique d'argent. Ousmane Sonko, tête de liste du parti PASTEF pour les élections législatives du 17 novembre 2024, était à Agnam le mercredi dans le fief de Farba Ngom. Face à une foule immense, il a pris pour cible le maire de la localité, par ailleurs responsable de l'Alliance pour la République APR, sans le nommer. Le Premier ministre a menacé Farba Ngom. Il déclare, je cite, « J'ai entendu qu'une personne sillonne le département, mallette à la main, distribue entre 50 et 80 millions de francs CFA, mais je vous garantis que ce sera la dernière élection au Sénégal à laquelle il prendra part en tant que candidat, à fortiori en tant que dit. 17, 27, 8, 11e mois 2024. L'ancien président Macky Sall, parlons à présent de l'ancien président Macky Sall, qui a publié hier, le mercredi, une lettre pour... Il donne les raisons qui lui ont poussé à accepter de diriger la grande coalition Takku Wallu Sénégal. Il dénonce ce qu'il qualifie de populisme du tandem Diomaye Sonko et à la dictature rampante, l'instrumentation de la justice. Il déclare, mes chers compatriotes du Sénégal et de la diaspora, avant tout propos, je tiens à renouveler ma solidarité et ma compassion à nos concitoyens victimes des inondations. Alors que la campagne électorale pour les législatives du 17 novembre bat son plein, j'ai souhaité m'adresser à vous pour vous entretenir mes raisons, les raisons qui m'ont poussé à déterminer ou accepter de diriger la liste de la coalition Takku Wallu Sénégal en avril dernier, après votre choix souverain du 24 mars et fidèle à notre tradition de démocratie majeure et apaisée, j'ai assuré la transmission ordonnée et pacifique du pouvoir. Dans le même esprit, par courtoisie républicaine, je me suis imposé un temps de recul et de réserve pour permettre à mon successeur et à son gouvernement de commencer en toute sécurité l'exercice de leur mandat.
avec le soutien d'hommes et de femmes de valeur dévoués et compétents. J'ai laissé un pays résolument installé sur la trajectoire de l'émergence avec une des rares économies au monde à afficher un taux de croissance positif, acte ravageur de la Covid-19 et malgré les effets collatéraux d'une guerre majeure. J'ai laissé un pays apaisé avec une loi d'amnistie adoptée conciliation nationale après 3 années de violence destructive. J'ai laissé un pays dont la parole compte au plan international, un pays écouté et respecté par ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. J'ai laissé un pays dont la gouvernance publique et la sécurité juridique inspirent en confiance propice à l'investissement qui génère la croissance et l'emploi. J'ai laissé un pays dont la fonction publique, toute catégorie confondue, a été renforcée en effectif et valorisée en traitement. J'ai laissé un pays avec des infrastructures structurantes indispensables au développement économique et social, des routes, autoroutes, des ponts et pistes de désenclavement, le TER, le BRT, les centrales électriques, les aéroports modernes et le plus grand investissement privé de l'histoire de notre pays avec le chantier du port du futur à Ndayane, un projet de délassement d'eau, mais en partenariat public-privé, des infrastructures sportives de dernière génération et un projet finalisé de conquête de l'espace qui a abouti au lancement du premier satellite de notre pays. J'ai laissé un pays avec des instruments d'inclusion économique et de justice sociale opérationnels, notamment la DIR, le FJ, le 3FPT, le programme Ryundaouni, les bourses de sécurité familiale et la couverture maladie universelle. 8 mois après, il déclare, 8 mois après, nous constatons tous avec regret gravement menacé, l'économie est en berne, comme en témoigne la situation et de l'élevage, de la pêche, de l'artisanat, du petit commerce qui occupe des millions de compatriotes et celle du BTP avec des milliers d'ouvriers au chômage et d'activités connexes qui sont à l'arrêt. Huit mois après, la note souveraine de notre pays a été dégradée par 2 agences d'évaluation suite à des informations intempestives, calomnieuses et sans fondement, dont la dernière encore plus grotesque qui porte sur un prétendu compte bancaire avec 1000 milliards de francs CFA a été les professionnels de la banque et n'a pu tromper personne au même à être élucidé. Voilà ce qui m'inspire la confiance. Voilà ce qui va assombrir davantage les perspectives de l'économie nationale, mettre en péril les entreprises et les emplois, aggraver le chômage des jeunes et tuer à petit feu le secteur privé formel et informel. Ceci, c'est Macky Sall, l'ex-président de la République du Sénégal, qui l'a déclaré. Parlons à présent de justice sur l'affaire Prodac. L'ancien coordonnateur Mamina Daffé, placé en garde à vue. La machine judiciaire est désenlacée pour mettre en la lumière du programme des domaines agricoles communautaires Prodac. Sur instruction du parquet du pôle judiciaire financière PJF, la division des investigations criminelles, la DIC, a arrêté le mardi dernier Mami Daffé, ancien coordonnateur du Prodac. Il a été placé en garde à vue à la division des investigations criminelles pour faux et usage de faux et escroquerie portant sur les deniers publics. Parlons à présent de l'affaire Doro Gueye. Contentieux d'Orogueil contre Jackie Lulahi Sow, le colonel Chersar, poursuivi pour escroquerie portant sur 400 millions. L'ancien patron de la section de recherche de Colobane aurait extorqué Jackie Sow de ce montant. Selon ce dernier, il avait été contraint de verser une somme totale de 400 millions de francs CFA à travers des virements effectués pour le compte du colonel Chersar suite à des instructions précises. Ce dernier, parlons à présent de Madiambal Diagne dans le calomniateur de la sûreté urbaine.
Le patron du groupe Avenir Communication a réagi à la plainte déposée contre lui par le président du parti PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko, pour avoir dépassé les bornes en le traitant de menteur, Madiambal Diagne, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est dit surpris de retrouver dans les médias des propos qui lui sont prêtés au sujet de cette information. Il déclare, je cite, « Je suis surpris de retrouver dans les médias des propos qui me sont prêtés au sein de l'information relative à une plainte formulée à mon encontre par Ousmane Sonko », a-t-il écrit sur son compte Twitter. Avant de préciser qu'il entend de recevoir une convocation avant de se prononcer, il déclare « Je me suis gardé de parler à un média. Je reste attendre de recevoir une convocation avant de me prononcer », a-t-il souligné. Parlons à présent de Nabou Leye qui a obtenu une liberté provisoire, soupçonné d'être complice dans le double meurtre à Technopole où sont morts le danseur Aziz Dabala et son neveu Wali. Nabou Leye peut pousser un ouf de soulagement. Selon nos informations, ses avocats qui avaient introduit une demande de liberté provisoire ce lundi 21 octobre ont obtenu gain de cause. Parlons à présent de l'immigration clandestine. Les éléments de la gendarmerie ont déjoué le départ d'une nouvelle embarcation avec son bord plus d'une centaine de jeunes ce mercredi 6 novembre vers 12h30 dans le village de Niafran situé dans la commune de Kafountine dans le département de Bignona. En prenant la fuite, les candidats ont laissé derrière eux leur prévision est plus de 2500 litres de carburant. Selon le journal Libération, les gendarmes informés du départ de ces jeunes candidats à l'immigration clandestine se sont aussitôt rendus dans le village de Niafran, situé dans l'arrondissement de Kataba. Les candidats qui étaient plus d'une centaine, dont les Sénégalais, les Gambiens, des Bissau-Guinéens, ont tous pris la clé des sons, de même que leur convoyeur et le capitaine de l'embarcation ont renseigné la même source. Dans leur fuite, ils ont laissé derrière eux leurs provisions, sacs contenant des habits et plus de 2500 litres de carburant, a informé le journal Libération. Parlons à présent de la détention qui monte dangereusement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce jeudi matin, où des affrontements violents ont éclaté entre étudiants et forces de l'ordre, des grenades lacrymogènes ont rempli l'air, plongeant le campus des accès aux soins médicaux adéquats. Face à cette situation alarmante, les revendications du collectif des amicales de l'UCAD sont de plus en plus représentées. Les étudiants en colère exigent des actions concrètes pour améliorer leurs conditions de vie. Et sur le champ, la première demande concerne l'ouverture immédiate et sans exception de tous les restaurants universitaires et une mesure essentielle pour répondre aux besoins alimentaires des milliers de résidents. Les étudiants déplorent également le manque de médicaments d'urgence au service médical, une carence qui devient cruciale face à l'intensité des affrontements. En plus des revendications sanitaires, le collectif exige aussi la réhabilitation du terrain de football en espace vital pour la détente et les activités sportives. Enfin, la question des transports reste un point central. Les étudiants résidant à l'université Amadou Mahtar Mbow réclament la mise à disposition de bus indispensables pour faciliter leur déplacement quotidien. Cet scandale de la violence témoigne d'un malaise profond parmi les étudiants de l'UCAD qui se disent fatigués de ne pas être entendus. Le blocage persistant de leurs demandes a envenimé une situation déjà fragile, menaçant de dégénérer davantage si les autorités ne répondent pas rapidement aux besoins exprimés.
Dans un contexte où le dialogue semble rompu, l'UCAD s'enfonce dans une crise qui, au-delà du mur de l'université, pourrait devenir un symbole de la frustration grandissante de la jeunesse sénégalaise face à un problème récurrent dans le secteur de l'éducation. Et pour finir, nous allons parler de la réouverture immédiate de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Depuis le mois d'octobre, presque toutes les universités ont réouvert leurs portes, sauf l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass USSEN. Cette situation inacceptable pour nous, étudiants, résulte de l'irresponsabilité de nos autorités qui tardent à rénover nos locaux provisoires, actuellement dans un état déplorable, et à achever les nouveaux bâtiments pourtant presque terminés. Nous rappelons non seulement nos camarades de l'USSEN, mais également tous les étudiants des autres universités à se mobiliser et à nous soutenir dans notre lutte pour obtenir la réouverture rapide de notre université. Ensemble, faisons entendre votre choix et faisons entendre notre choix et défendons le droit de tout un cadre d'études décent et fonctionnel. Voilà, Madame, Messieurs, ce qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à Serigne Salignon pour son appui technique. Restez avec nous, l'information continue. Plus tard, vous aurez le journal de la campagne avec Sira et toute la team. Bonsoir.